Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous allez bien. Je suis Hélène Thuillier, je suis la directrice du recrutement. Je vous souhaite la bienvenue sur notre stand PwC, stand magnifique cette année. J'ai le plaisir de co-animer ce talk avec Frédéric Lacave, qui lead l'activité ressources management, donc le staffing pour PwC. Et dans le cadre de ce talk, on a deux intervenants qui vont se présenter. Un intervenant qui vient de LinkedIn et intervenant de Maki, donc deux prestataires qui travaillent avec nous historiquement depuis plusieurs années maintenant. Et donc, on va démarrer sur un sujet, l'intelligence artificielle, allié incontournable des ressources humaines. Je vous laisse déjà vous présenter. Allons-y, c'est parti. Entendu, enchanté, je suis ravi d'être avec vous ce matin. Mon nom est Nicolas Blanc. Chez LinkedIn, je suis Global Client Director. Donc, je vais accompagner des entreprises internationales sur des enjeux RH comme le recrutement, la formation, la mobilité interne. Et j'ai rejoint LinkedIn il y a 11 ans. Et 11 ans, on avait 250 millions de membres. Aujourd'hui, on a 1 milliard. Et d'ailleurs, je ne résiste pas à faire un petit sondage. Qui a un profil LinkedIn dans la salle aujourd'hui? Bon, ben voilà, les sondages se vérifient. Merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation Hélène et l'équipe PwC. Moi je suis Maxime Legardet, je suis entrepreneur. Ça fait une quinzaine d'années que je monte des startups et j'ai monté une nouvelle startup il y a 3 ans qui s'appelle Maki, qui est basée entre l'Europe et les US dans l'IA appliquée au RH. Et qu'est-ce qu'on fait pour PwC et d'autres grands clients? On crée des agents qui permettent d'augmenter, décupler les fonctions humaines des équipes RH et notamment des recruteurs dans le cadre de process de recrutement. Donc, topic parfait sur ce qu'on fait depuis maintenant 3 ans. Merci. Frédéric, à toi. Oui, alors, donc moi je suis Frédéric Lacave-Plédé, je suis la responsable du Resource Management pour PwC, c'est-à-dire que mes équipes s'occupent de staffer les collaborateurs sur les missions. Et j'ai aussi cette année mené le projet pour les équipes HC RH de PwC d'adoption de l'IA, d'adoption Copilot. Voilà, donc je vous en parlerai tout à l'heure. C'est moi? Alors, c'est moi qui pose la première question. Nicolas, est-ce que tu peux déjà nous dire comment ton propre quotidien a évolué avec l'IA, avec LinkedIn, chez LinkedIn? Alors sur l'aspect quotidien, parce qu'on parle du quotidien, je suis obligé de citer à nouveau Copilot et Teams. Je travaille avec des équipes à l'international qui sont aux 4 coins du globe, vers nos clients en Chine, au Brésil ou autres. Et le simple fait d'avoir presque ce don d'ubiquité grâce à Teams, c'est de pouvoir avoir les comptes rendus, les transcripts, de pouvoir abolir les barrières en termes de langue, en termes de fuseau horaire. Oui, ça change mon travail au quotidien. Maxime, toi dans ton quotidien, comment ça se traduit? Moi dans mon quotidien du coup j'ai décidé de monter une boîte là-dedans parce que je me suis dit que c'était une rupture technologique fondamentale et extraordinaire qui allait changer comment les gens vivent mais aussi comment les organisations fonctionnent. Et je pense que ça décuple les capacités, ça va permettre de créer une nouvelle, en fait un avantage compétitif humain et même au niveau des organisations. Moi, si je prends l'exemple de ma boîte, aujourd'hui, on recrute des compétences complètement nouvelles. Si je prends les exemples d'ingénieurs, il y a 10 ans, il fallait avoir fait une école d'ingénieur, savoir maîtriser le code, et ça prenait longtemps de monter un produit. Aujourd'hui, on a déjà 30 à 50% du code qui est automatiquement fait avec des outils comme Cursor ou Lovable, ce qui fait que ça change complètement la dynamique de comment on va créer des entreprises. Et là, je prends l'exemple du métier d'ingénieur, mais c'est pareil pour le métier de commercial, le métier de marketing, le métier de chef d'entreprise. Donc pour moi, c'est pas juste un nouvel outil personnel, c'est que ça change complètement la dynamique de comment créer, penser et gérer des entreprises. Et je pense que si je prends un groupe comme PwC ou une grande banque ou un groupe retail qui a 100, 200 000 employés collaborateurs aujourd'hui, dans 3 à 5 ans, ce sera radicalement différent. Les jobs seront toujours là en partie, mais une grande partie des tâches liées à ces jobs seront complètement automatisées, repensées. Et je pense qu'on se dirige dans un monde où les humains vont travailler avec des machines, des agents, peu importe comment on peut les appeler. Et nous, la boîte Maki People, la mission qu'on leur a donnée, alors en anglais ça sonne toujours mieux qu'en français, nous c'est Give Human Resources More Than Human Power.
Et comment on s'assure du coup de donner des super pouvoirs aux humains pour que si je prends le rôle d'un recruteur, dans 2 à 3 ans, un recruteur n'ait plus à faire de fonctions et de tâches à faible valeur ajoutée parce qu'on pense que trier par exemple des CV ou demander à longueur de journée à des candidats s'ils sont dispo pour un entretien à 14 heures ou faire des entretiens à rallonge sans vraiment savoir quoi déceler comme compétences, ça pourrait être fait beaucoup mieux par des agents et des robots. Et ça permettra, je pense, à donner aux humains une valeur beaucoup plus enrichissante et haute valeur ajoutée et se focuser sur des choses du coup plus intéressantes. Merci. Merci. Nicolas, donc avec LinkedIn, vous observez l'évolution du marché du travail et des compétences. Quelles observations pouvez-vous faire sur l'impact de l'intelligence artificielle, sur comment est-ce que ça a évolué en fait au sein des entreprises ces dernières années, et quelles sont, selon toi, les tendances que vous observez dans les années à venir sur l'impact de l'intelligence artificielle? Oui, alors tu as raison sur l'aspect, cette chance unique qu'on a chez LinkedIn d'être un peu un observatoire de l'évolution du marché du travail, également de l'économie globale. Il faut imaginer qu'on a 1 milliard de membres qui vont travailler dans 69 millions d'entreprises différentes, qui vont solliciter certaines de leurs compétences parmi les 40 000 compétences qui font la taxonomie LinkedIn. Et tout ça, ça crée des points de data, des insights qui nous mettent en bonne position pour justement mesurer typiquement l'adoption et l'impact de l'AI sur le marché du travail. Pour vous donner un exemple concret, chaque année chez LinkedIn, on édite un palmarès de 25 jobs qui sont en forte croissance, les métiers à plus forte croissance dans le monde. Et donc c'est sur la dernière édition qu'on a publiée, on constate que 70% de ces métiers arrivent pour la première fois dans le classement. Et que 40% de ces métiers n'existaient pas il y a 25 ans. Donc ça veut dire que l'accélération de cette innovation, notamment boostée par l'AI, est bien sûr là pour dynamiser tout ça. Il y a d'autres tendances fortes comme le fait que les métiers deviennent plus verts également. C'est le verdissement de l'industrie. Et donc on a des métiers qui changent et qui se renouvellent et qui sont parfois même complètement nouveaux. Et donc l'enjeu pour l'entreprise, ça va être de suivre le rythme et surtout de former les collaborateurs pour leur métier d'aujourd'hui et les métiers de demain. Voilà, je pense que c'est le fait le plus notable quand il s'agit d'IA. Une question pour toi, Maxime. Tu en as parlé tout à l'heure, le fait que le contexte évoluait. Qu'est-ce que tu dirais en fait sur la place de l'intelligence artificielle? Comment tu vois son évolution dans les prochaines années? C'est quoi la tendance qui se... Bon, en 2 minutes, ça va être difficile et j'ai pas une boule de cristal. Mais pourquoi je pense que l'IA est fascinante, notamment dans le milieu des RH et dans d'autres, bien évidemment. Et peut-être que je vais faire un parallèle avec... prenons l'exemple. Vous allez demain voyager, vous allez chez le docteur, vous avez des symptômes, vous allez lui demander, vous allez lui parler de vos symptômes et il va vous prendre des notes, il va vous poser plein de questions, mais il n'aura qu'une perception extrêmement fine de tout ce que vous êtes. Dans 5 ans, vous allez aller en vacances, vous allez chez le docteur, il connaîtra par cœur tous vos rendez-vous médicaux depuis X années, il connaîtra vos gènes de vos parents, vos maladies, etc. L'IA va permettre de capturer toutes ces informations, toutes ces conversations et de pouvoir en fait enrichir votre profil et surtout la prise de décision. Et je pense qu'au niveau de la médecine, par exemple, on y gagnera parce qu'en fait, vous rentrerez chez le médecin, il vous dira derrière ce que vous avez et comment vous soignez. Dans les RH, 99% des informations essentielles, ces signaux, que ce soit des candidats qui postulent dans une entreprise ou des employés qui travaillent, disparaissent quasiment dès qu'ils sont créés. Et je trouve qu'une grande valeur ajoutée de l'intelligence artificielle, c'est qu'on va pouvoir déjà garder tous ces points de données, ces signaux, ces conversations, ce travail réalisé par des employés pour l'entraîner et pour prendre des meilleures décisions. Si jamais, je ne sais pas moi, PwC a recruté 20 000 collaborateurs et a fait passer 1 million d'entretiens l'an dernier, je prends des chiffres juste comme ça. Toutes ces conversations-là sont une mine d'or d'informations et normalement, les prochains recrutements l'an prochain, si on exploite ces données-là, vont permettre de prendre des meilleures décisions. Et du coup, pour moi, la valeur ajoutée numéro 1 des organisations qui vont utiliser l'IA, ça va être un avantage compétitif par rapport à la data.
Donc il y a tous ces sujets sur la productivité, l'efficience, on va pouvoir faire faire plus avec moins, etc. C'est génial. Mais je pense que ce qui va vraiment être essentiel d'ici 3 à 5 ans, ça va être comment exploiter tous ces signaux de data, peu importe, que ce soit encore une fois dans la médecine, dans les RH, dans la supply chain, pour prendre des meilleures décisions. Je te remercie. Je voulais rebondir sur ce que tu dis, Maxime. C'est vrai que c'est pour nous une opportunité dans nos métiers de ressources humaines de s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour valoriser le temps de notre travail, pouvoir libérer du temps sur toutes les tâches, on va dire, chronophages de notre quotidien et pour pouvoir concentrer notre métier sur la ressource humaine, l'humain dans nos organisations. C'est quelque chose de fondamental d'avoir ce temps. Le temps est précieux et souvent on l'utilise beaucoup sur des tâches qui ont une faible valeur ajoutée et l'intelligence artificielle doit nous aider et nous aide à libérer ce temps pour travailler plus auprès de nos collaborateurs sur la gestion de leurs compétences, la gestion de leur carrière, sur aussi mieux recruter de manière plus efficace. Mais ça nous oblige aussi à rester vigilants par rapport à l'intelligence artificielle en elle-même. Aujourd'hui, elle arrive en masse dans notre quotidien, mais elle est encore source d'erreurs. Donc on a besoin d'être vigilant par rapport à ce que l'intelligence artificielle nous accorde, enfin nous apporte comme bénéfice. Et on doit aussi être vigilant, à mon sens, sur les biais que cela peut procurer. En tant qu'humain, on a nos biais, on a nos propres biais. L'intelligence artificielle a aussi des biais. Et c'est aussi notre travail en tant que ressources humaines de veiller à utiliser en fait l'intelligence artificielle de manière responsable dans notre quotidien. Donc c'est aussi pour ça que ça devient, c'est un allié incontournable, mais on est aussi en tant que ressources humaines en position dans une organisation pour veiller à ce qu'elle soit utilisée à bon escient. Tu veux rebondir peut-être Si je peux, oui. Bien sûr, non, deux points peut-être par rapport à ça. Nous, par exemple, chez Maki, on a décidé de prendre la régulation comme un avantage compétitif. Donc c'est un produit nouveau, il y a énormément de craintes et de peurs et c'est légitime, donc il y a une législation, donc on parle de l'EU AI Act. Donc nous, on va de l'avant là-dessus en se disant prenons la régulation comme une chance, on se fait auditer régulièrement par des gouvernements. Là, on vient d'être audité par exemple par l'État de New York pour montrer que nos algos créent moins de biais sur 3 choses, l'âge, l'ethnicité et le genre. Donc on va dans cette direction. Maintenant, il y a un sujet, et là, je pourrais être juste un petit peu provoquant, c'est qu'on attend, je trouve, de la perfection d'une machine, alors qu'on oublie à quel point nous sommes imparfaits en tant qu'humains. Et alors, moi, je prends souvent il y a quelques mois, je suis allé à San Francisco, c'est la première fois de ma vie que j'avais pris une voiture autonome, un taxi autonome là dans la rue, complètement bluffant. Je suis convaincu que j'ai 2 petites filles de 3 et 5 ans, mais dans 10 ans, mes filles me diront « Mais vous étiez fous de monter dans des taxis de gens que vous ne connaissiez pas en pleine nuit pour quelque chose qui est aussi dangereux que de rouler sur la route. » Je veux dire, aujourd'hui déjà à San Francisco, Waymo a réduit de 70% les accidents de la route. Et je parle juste d'accidents, il y a moins de congestion, d'embouteillages, etc. Mais on nous prendra pour des fous de dire, au même titre qu'on nous prendra pour des fous, de dire tiens, tu triais des CV en papier, un par un comme ça. Mais je pense que vraiment la voiture autonome, ça va être quelque chose où nos enfants nous diront c'est dangereux ce que vous faisiez avant. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand il y a un petit pépin avec la voiture autonome, on se dit putain, c'est scandaleux, etc. Alors, bien évidemment, moralement, éthiquement, c'est très dur. Mais moi, j'ai toujours ce recul en me disant c'est normal de ne pas attendre de perfection d'un robot, pardon, parce qu'on est tellement imparfait aussi d'une certaine façon que je pense que c'est bien de travailler, de voir où on peut pousser, et c'est très bien d'avoir cette réflexion éthique, déontologique, parce que c'est nécessaire. Mais je pense que si jamais on arrive aussi à regarder et à comparer voilà, les deux, on va voir que, et je ne sais pas s'il faut le prendre bien ou pas, mais que des robots vont pouvoir être beaucoup plus performants que nous sur bien des aspects. Maintenant, je suis convaincu que quand on arrivera à pousser ça à l'extrême, il restera, quoi qu'il arrive, quelque chose de beau. C'est que toute la partie sensibilité du monde, toute la partie des interactions, c'est quelque chose où on pourra peut-être y passer beaucoup plus de temps. Et moi, il y a une phrase que je pose toujours quand je rencontre des DRH, leurs équipes. Vous êtes en ressources humaines, combien de pourcentage de votre semaine vous faites des ressources humaines? Dites-moi vraiment, est-ce que c'est 99% ou vous êtes à 20%? Hélène?
Est-ce que tu as des statistiques, Nicolas, sur LinkedIn? Juste un commentaire sur les biais et notamment les sujets de diversité. En effet, il y a encore quelques années de cela, on pouvait trouver des technos balbutiantes qui allaient peut-être parfois reproduire certains biais. Et notamment en termes de recrutement, parce que voilà, on allait reprendre tout ce qui avait fait le succès et les profils et dire je veux la même chose, mon candidat idéal, il est celui-ci. Aujourd'hui, l'approche de LinkedIn notamment, où on travaille beaucoup ces sujets de diversité, même intégrés dans le produit, diversity by design, c'est la façon dont c'est conçu, et c'est de se dire non, le recruteur, bien au contraire, on va le surprendre quand il fait une recherche pour trouver le candidat idéal, on va faire remonter certains profils qui ne correspondent pas forcément aux critères qu'il avait en tête. On lui laisse l'option de se laisser surprendre par des profils qui ont les bonnes compétences. C'est tout ce qui va changer. On recrute sur la base des compétences et pas forcément du background de l'école ou autre, et savoir améliorer et battre en brèche certains biais directement grâce à la technologie. D'ailleurs, à ce sujet, est-ce que vous pourriez nous en dire peut-être un petit peu plus, Hélène et Nicolas, sur les assistants recrutement? L'année dernière, chez PwC, on avait créé un pilote qui nous a aussi permis de monter en compétence sur les technologies de l'IA. LinkedIn, forcément, vous avez de l'IA dans le traitement des candidatures. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot tous les deux sur ça? Je démarre, tu veux bien? Donc, en effet, chez PwC, on a travaillé avec les équipes sur comment utiliser l'intelligence artificielle dans notamment le screen des CV, qui est un des sujets qui est très chronophage pour les équipes. On reçoit plus de 100 000 CV par an. Donc, l'idée, c'est de travailler avec nos équipes de comment on peut offrir à nos candidats une meilleure expérience, c'est-à-dire répondre à l'ensemble des candidats, répondre plus vite et être plus efficace pour se concentrer sur ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, la valeur ajoutée, et donc passer du temps en entretien avec les candidats plutôt que de balayer des centaines et des centaines de CV. Donc ça, c'est sur quoi on a travaillé avec les équipes internes PwC, avec l'équipe Talent Acquisition qui a été mobilisée. On est passé sur une phase de test, petit test, un test à plus grande échelle, mais l'idée c'est toujours de garder en effet l'intelligence artificielle comme outil d'aide à la décision et d'avoir toujours l'humain derrière qui va prendre la décision finale. Et donc on en est encore à des phases de test, de pilote, parce qu'il y a plein d'enjeux que Frédéric a évoqués tout à l'heure, la partie biais, s'assurer qu'on adresse bien les sujets de la discrimination, des choses comme ça. Donc on a très envie d'aller encore plus loin. Je vous parlais du screening de CV, mais on regarde aussi comment on peut accrocher les candidats en approche directe. Et ça, on travaille aussi avec la technologie LinkedIn dans les emails. Et donc voilà, donc vraiment un sujet qui mobilise beaucoup l'activité recrutement, c'est au cœur de nos enjeux. Et donc c'est un sujet qu'on travaille vraiment en proximité avec les équipes internes PwC. Je vais te passer la parole, Nicolas, si tu veux bien. Peut-être pour nous dire qu'est-ce que tu vois comme compétences émerger pour les professionnels RH avec l'ère de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu as spoilé toute ma réponse en parlant d'humain. Les compétences chez notamment les RH qui vont être le plus sollicitées à l'avenir grâce à l'IA, ce sont les soft skills, ce sont les compétences humaines. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle va permettre de retirer toutes ces fameuses tâches répétitives, de traitement de candidature, le screening, et ainsi de suite. Et finalement, les compétences clés pour les professionnels RH à l'avenir seront autour de ces soft skills, la communication, l'adaptabilité, l'intelligence émotionnelle, même la curiosité, qui peuvent être considérées comme une soft skills. Et on le voit dans les offres d'emploi qui sont publiées aujourd'hui sur LinkedIn. L'impact de la technologie, c'est davantage d'intérêt pour les recruteurs et pour les sociétés qui emploient sur les soft skills. Et donc voilà, c'est ça qu'il faut développer, qu'on soit RH ou pas. Je pense que c'est ça l'avenir en termes de compétences. Merci Nicolas. Frédéric, concrètement chez PwC. Alors j'ai le micro qui est coincé, 2 secondes. J'ai parlé du use case sur la partie recrutement, mais c'est bien plus large que ça. Tu as l'idée ce projet au sein de la firme, qui est un enjeu stratégique
pour les ressources humaines et pour la firme PwC. Tu peux nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Alors, sous l'impulsion de notre direction France-Maghreb, en fait, on a mené une grande campagne cette année d'adoption de la solution Copilot par tous les collaborateurs PwC France et Maghreb. Donc à ce titre, sur les enjeux, sur l'équipe RH, c'est autour de 200 personnes, hein, France-Maghreb. J'ai conduit en fait toute l'année des campagnes d'adoption. Ça s'est produit au travers de promptatons, où les équipes par groupe de 20, 30 ont appris à prompter à travers de Copilot, mais pas que, puisque Copilot, c'est en effet un outil qui nous permet de mieux gérer nos agendas, de mieux gérer nos mails, de mieux gérer les comptes rendus de réunions, de pouvoir assister à des réunions auxquelles on n'était pas là, de pouvoir rattraper notre retard. Donc c'est un outil formidable en tant qu'assistant personnel, mais c'est aussi des outils puissants, et notamment au travers d'agents, qui nous permettent d'améliorer notre travail au quotidien, d'être plus performants. On en a développé quelques-uns, notamment au travers de la formation, avec l'agent autour du feedback, dont peut-être Muriel parlera tout à l'heure. Cette puissance d'agent conversationnel est vraiment une avancée importante dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, c'est devenu l'outil du quotidien en fait, des ressources humaines. Il n'y a pas une journée sans que quelqu'un côté ressources humaines utilise son copilot au travers de PowerPoint, au travers de Microsoft, au travers de Word pour les traductions, pour les organisations des réunions. C'est vraiment un outil très puissant qui nous facilite au quotidien. Je profite d'ailleurs pour passer la parole à Maxime, puisque toi, tu es des agents conversationnels. Donc, on passe à la technologie encore plus développée. Est-ce que tu peux nous en parler ? Nous, on monte des agents dans la fonction, alors le premier bloc dans la fonction recrutement, donc on va permettre d'avoir un agent par exemple qui va aller sourcer des candidats, on va lui donner des instructions et il va aller sourcer un candidat. On en a un autre, on a sorti il y a 2-3 mois qui s'appelle Moshi, qui permet d'avoir une conversation téléphonique pour préqualifier des candidats, où c'est complètement bluffant parce qu'on va pouvoir cloner votre voix en 3 secondes. On va pouvoir décider et garder même vos intonations, comment vous répondez, etc. On va vous injecter du contenu PwC parce que l'agent va connaître par cœur PwC, ses valeurs, son histoire, le rôle, comment grandir dans la boîte. Et en fait, on va avoir une conversation entre un candidat, mais quand je dis un candidat, c'est 1 million de candidats potentiels dans la même journée qui vont pouvoir engager avec un ou une recruteuse, un agent PwC. On va avoir des agents qui vont pouvoir tester d'une manière très rigoureuse, scientifique, plus de 300 compétences, que ce soit des soft skills, des compétences cognitives, des compétences linguistiques, des compétences de code. On a un agent là qu'on sort qui s'appelle Kumi, qui va permettre de faciliter toute la gestion de la prise d'entretien, de rendez-vous. Et donc ça, c'est fascinant parce qu'on crée ces agents-là avec des nouvelles technologies, donc des technologies qui n'existaient pas il y a encore 24-36 mois, qu'on customise pour nos clients. Donc en fait, on crée des agents qui vont être des agents PwC ou des agents, j'en sais rien, BNP ou H&M. Et ça, je trouve que c'est fascinant dans les technologies d'aujourd'hui, c'est que dans le monde d'hier, vous preniez un software, un logiciel, qui était le logiciel ABC, vous deviez l'utiliser. Aujourd'hui, dans les outils purement IA, ce sont des outils qui vont se customiser par rapport à vos organisations, par rapport à PwC, ses valeurs, comment vous souhaitez l'utiliser, comment vous souhaitez l'intégrer dans vos workflows, dans vos outils de prise de décision. Et ça, je trouve que c'est magique. Donc nous, on crée ces agents-là. Si je vous prends l'exemple d'une industrie complètement différente, un H&M qui est un de nos clients dans 60 pays aujourd'hui. Donc on gère 1,8 million de candidatures par an. On fait tout le rôle de vendeur, que ce soit en Corée du Sud, en Grèce, aux US ou au Pérou. Eux, on leur a 4 points clés. Premier point, on leur a fait économiser 250 000 heures humaines d'équipe recrutement qui passaient à gérer des candidatures, des coups de téléphone et des entretiens à rallonge. Donc là, il y a une vraie valeur ajoutée de se dire est-ce que je fais la même chose avec moins de personnes ou est-ce que j'ai une équipe maintenant qui peut faire beaucoup plus de choses. Le deuxième point, c'est qu'on leur permet maintenant de recruter 4 fois plus vite. Avant, ils recrutaient un vendeur en 40 jours, maintenant ils le recrutent en 10 jours. Et on leur a fait baisser le turnover, donc l'attrition des employés, de 22% après 12 mois. Et tout ça, ça représente aujourd'hui 85 millions de dollars donc au niveau mondial, ce qui est un sujet, et je pense aussi que pourquoi les RH c'est génial dans l'utilisation de l'IA, c'est qu'on n'est pas uniquement sur des
juste on utilise des outils pour être un peu plus productif, c'est qu'on peut faire bouger des indicateurs business quand on fait bouger des indicateurs RH. Si jamais l'IA est bien adoptée par les RH, en fait, on peut aider l'entreprise à construire des meilleures équipes, plus performantes, avec les bonnes compétences aux bons endroits. Et là, du coup, vous faites bouger des indicateurs de performance qui parlent directement au CEO, au CFO et au CEO de l'organisation. Et j'ai oublié votre question, mais je suis parti un peu en vrille. Voilà. Très bien, on s'est parti sur les agents conversationnels, c'est parfait. Je regarde le temps, on est presque à la fin du talk. Peut-être qu'on va prendre quelques questions et puis ensuite on conclura. Donc si vous avez des questions. S'il y a des questions, au fond, il faudra s'approcher. Le fil du micro n'est pas assez long. Bonjour, merci pour votre présence ici. Je trouve ça assez drôle que chez Price d'ailleurs, vous ayez passé un quart d'heure à parler de RH cliché côté recrutement, mais de toute façon ma question portera dessus. Alors on sait que les RH, bon c'est l'humain, il y a le H évidemment dedans, mais l'IA, on sait qu'il y a un problème, c'est qu'il ne capte pas la plupart des choses humaines qui fait de nous un humain. Alors comment est-ce que vous faites? J'imagine que c'est très difficilement faisable pour prendre le subconscient d'une RH qui connaît la culture de l'entreprise et qui arrive à scanner ça avec son subconscient en voyant le CV, la manière d'écrire les bullet points, les intérêts, les soft skills qui est écrit sur la feuille. Comment est-ce que vous prenez en compte cette culture pour l'intégrer dans votre scanning de résumé? Est-ce que vous ne serez pas en train d'exclure quelqu'un qui est excellent pour la boîte, pas parce qu'il a 99% des skills requis, des hard skills requis, mais parce que la personne qu'elle est entre totalement en lien dans la culture de l'entreprise, qui est d'ailleurs assez spécifique chez Price. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris la question. Oui, j'ai compris la question, merci beaucoup. Il faudrait qu'on prenne 3 heures pour en parler. Alors, je veux bien qu'on en reparle après plus longuement, si tu veux. Il y a plusieurs choses. Nous, quand on a monté Maki, déjà, on a pris un socle qui est le socle des compétences plus que le socle du CV. Aujourd'hui, ça c'est notre parti pris, on part du principe que le CV c'est la pire, en tout cas là je parle d'études scientifiques, la pire méthode pour recruter quelqu'un en termes de corrélation de performance. C'est la méthode qui crée le plus de soucis au niveau de la diversité, le manque de diversité parce qu'on parle de biais inconscients. Et aujourd'hui, à l'ère de l'IA, je partageais ces chiffres, c'était en Angleterre avant-hier avec un client, il y a 76% en Angleterre des CV qui sont fake par l'IA. Donc là, les boîtes voient une accélération comme ça du nombre de CV et du nombre de CV fake parce qu'aujourd'hui, tu postules à un job, tu mets ton CV dans ChatGPT, tu me dis, tu peux me le mettre mieux par rapport à l'offre de la BNP et tu as un truc qui sort. Donc, le point de départ de se dire le CV, pour nous, il est out. Nous, on se dit ce qu'on veut et chaque individu et ses compétences. Et on souhaite, du coup, créer un outil technologique et scientifique qui permette d'évaluer des compétences, que ce soit des hard skills, mais également des soft skills. Aujourd'hui, il y a des méthodes très scientifiques qui permettent de déceler si une personne a de l'empathie, si une personne est collaborative ou non. Et à travers des agents conversationnels, donc qui reproduisent des conversations, on exploite ces données-là. Donc une conversation de 45 minutes avec toi où je vais te poser des questions et ce qu'on va extraire va être analysé scientifiquement. Et nous, on a des psychométriciens dans notre équipe. Va permettre de dire, toi, je ne sais pas comment tu t'appelles, à tel trait caractéristique au niveau des soft skills, cognitives, etc. Donc nous, en fait, et peut-être pour répondre à ta question, j'aurais peut-être dû ça dire au début, mais nous, on a monté Maki même avant d'avoir des ingénieurs en IA. Moi, j'ai des psychométriciens à Cambridge, donc des gens qui ont des PhD en sciences cognitives et qui travaillent sur la science de la corrélation de performance qu'on appelle la psychométrie. Et on met ces deux personnes dans une salle-là, un psychométricien et un ingénieur IA, en disant monter un modèle qui permet de créer une expérience candidat géniale conversationnelle, mais qui a un engin extrêmement scientifique qui va permettre de donner une évaluation idéalement non biaisée et corrélatrice de performance des compétences d'un individu. Et tout ça avec la culture d'un PwC ou d'un BNP en question. Une autre question ? Juste pour savoir, est-ce que vous savez détecter que c'est pas un agent IA qui candidate?
Alors ça, c'est une super bonne question qu'on nous parle tous les jours. Tout le monde nous demande maintenant, bon, est-ce que dans 3 ans, c'est un agent recruteur PwC qui va parler à l'agent Maxime Legardet, et puis nous, on pourra prendre un verre tranquillement entre humains. Alors, nous, on a monté des outils de proctoring anti-cheating. Au début, ils étaient très basiques. On check l'IP des candidats, on les empêche de sortir du mode plein écran. Puis après, on nous a demandé, alors nous, on a des clients dans pas mal de pays. On a beaucoup de clients en Inde, aux Philippines par exemple, où la triche est à un niveau nettement supérieur à ce qu'on voit en France, donc on a dû s'adapter. Ensuite, on est venu à prendre avec le consentement des candidats, bien évidemment, je le rappelle, donc le candidat peut dire non, à prendre des clichés toutes les 15 secondes d'un individu. Puis après, on a mis des choses un peu plus, on va dire, intrusives, où on peut recorder toute la session. Et là, on est venu à mettre des outils en place de face recognition et de bruit, reconnaissance du bruit, pour s'assurer qu'il n'y ait pas quelqu'un derrière qui est en train de souffler les réponses. Donc ça, on a dû le mettre en place parce que effectivement, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de pouvoir tricher dans une phase d'entretien dans une entreprise. Donc aujourd'hui, on s'assure de monter ces outils d'anti-triche, mais c'est une très bonne question, savoir dans 10 ans ce qui va se passer entre des agents qui vont pouvoir parler les uns entre eux. Ça, j'en sais rien. Maintenant, on a commencé à mettre un truc qui s'appelle... Enfin, il n'a pas de nom d'ailleurs, je ne vais pas vous le donner. Parce qu'il est, mais si jamais un de nos candidats... Nous, on travaille par exemple avec PwC et on travaille avec la BNP, qui est un de nos plus gros clients. Si jamais les deux clients utilisent Maki, et moi, en tant que candidat, j'ai une expérience conversationnelle avec PwC qui va décider pour un poste de jeune diplômé en audit, tester mes compétences anglais, raisonnement numérique et capacité à résoudre des problèmes. Ça va s'enregistrer dans mon profil à moi. Et le lendemain, si jamais je postule un rôle de graduate à la BNP, on va plus me redemander en fait si je suis bon en anglais parce ce sera storé. Ce qui est quand même pour moi tout basique, mais une grande révolution, parce qu'aujourd'hui, si jamais vous êtes jeune diplômé et vous postulez dans 10 boîtes différentes, on va vous demander 10 fois X entretiens où on va vous poser les mêmes questions. Ça, je pense, ça n'existera plus déjà dans 3 ans. Est-ce qu'on peut encore demander une question ou c'est fini? C'est fini. Bon. On reste là, donc on va sortir du talk, mais on reste à votre disposition. Voilà. Merci Maxime, merci. Merci à vous. Avec plaisir. Merci beaucoup.